Bonjour, mesdames et messieurs, nous voici donc réunis pour la seconde partie de ce congrès. Alors, on m'a chargé de résumer un petit peu ce qui s'est passé hier pour des gens qui nous rejoindraient en cours de route. Et bien, hier, avec Annie Genevard, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, nous avons vu combien la liberté de l'enseignement concourait à la bonne santé démocratique du pays. Durant son intervention, il a été beaucoup question de pluralisme scolaire, avec en toile de fond la question des financements, du financement de vos établissements, et aussi a-t-elle soutenu la question du financement du hors-contrat. Le hors-contrat qui, même s'il reste marginal, connaît une progression ces dernières années. Le hors-contrat qui réunit, qui a un mouvement disparate, qui réunit, nous a-t-elle expliqué, le meilleur et le pire, ici, des innovations au profit des besoins des élèves, là, des dérives communautaires, voire des risques d'embrigadement qui justifient un contrôle accru de l'État. Annie Genevard vous a aussi invité à faire usage de votre autonomie pour innover davantage, pour continuer à creuser la question du sens, et puis aussi pour accompagner les parents, non seulement dans leur rôle de parents d'élèves, mais aussi dans leur parentalité. C'est là, a-t-elle dit, un enjeu essentiel du moment. Alors ensuite, nous avons, avec Claude Lelièvre, replacé la loi Debré dans son contexte historique en remontant bien au-delà de 1959. Cet historien de l'éducation nous a rappelé les réticences de l'enseignement catholique au moment de l'adoption de la loi. L'enseignement catholique qui craignait sinon de perdre son âme, du moins de se retrouver absorbé, avalé par la grande machine étatique. Une intervention de Claude Lelièvre qui a donné lieu aussi à des échanges intéressants et même un peu musclés avec la salle. C'est ce qui fait aussi le sel d'un congrès comme celui-ci. Nous avons aussi montré durant la table ronde que les pratiques actuelles s'éloignent parfois des principes de la loi Debré, avec nos 6 intervenants et aussi avec votre contribution, avec la contribution du public qui a posé beaucoup de questions par SMS et sur Twitter. Nous avons passé en revue des sujets aussi sensibles que le besoin scolaire reconnu ou moyennement reconnu, les marges de manœuvre restreintes dont jouissent certains de vos établissements, les forfaits communaux ou encore la fameuse règle tacite du 80-20. Sur ce point, je vous rappelle la suggestion qui a été faite par Bernard Tout-le-Monde, l'inspecteur général honoraire, qui propose de réunir des chercheurs et des spécialistes des finances publiques pour déterminer sur une période d'une dizaine d'années si ces proportions restent ou non respectées. Mais pour l'heure, nous allons ouvrir grand notre horizon en mettant en regard 2 systèmes éducatifs différents de ceux dans lesquels vous évoluez au quotidien. Avec nos 2 invités, nous allons prendre la direction de la Norvège, où la part du privé est très restreinte, et nous allons nous pencher sur un phénomène qui commence à prendre de l'essor en France, à savoir le développement d'écoles à but lucratif. Pour ce faire, je vous demande d'accueillir Martine Depas et Björn Breckan. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Martine Depas, vous êtes partenaire de la financière de Courcelles, spécialisée dans les opérations d'acquisition et de cession dans le secteur de l'enseignement. Björn Breckan, vous avez été enseignant et directeur adjoint d'un lycée. Vous êtes actuellement responsable des relations internationales au sein du lycée de Knarvik en Norvège, lycée qui est jumelé avec l'institution Robin Saint-Vincent de Paul de Vienne, dans l'Isère. Alors, merci beaucoup donc d'avoir accepté de participer à ce débat. Vous savez qu'on gardera un bon moment pour répondre aux questions que le public enverra par SMS au 07 67 50 80 79 ou bien via Twitter avec le hashtag SNEL 2019. Mais pour l'instant, place à la discussion. Martine Depas, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer brièvement quel a été votre parcours professionnel ? Donc en fait, moi j'ai toujours travaillé dans la finance et je fais des fusions-acquisitions et je suis spécialisée depuis une dizaine d'années dans l'enseignement, dans l'éducation en général. J'ai commencé avant dans la formation professionnelle et depuis 10 ans, je travaille essentiellement sur des opérations de rapprochement
dans le domaine de l'enseignement. Alors, essentiellement dans l'enseignement supérieur, puisque en fait la France est bizarrement très libérale en matière de l'enseignement supérieur, puisqu'il y a à peu près 19% des étudiants qui sont dans le système privé, le système consulaire étant considéré comme privé. Et je travaille depuis 2 ans dans le primaire et le secondaire, qui est un secteur qui commence à intéresser tous les investisseurs. On va y venir. Donc, pour ce qui est du supérieur, je crois que vous avez aidé le groupe Studialis a acheté 6 écoles françaises dans le supérieur. Et donc, depuis 2 ans, vous vous intéressez aussi de près au premier et au second degré. Vous avez conseillé un groupe qui s'appelle Nace School dans l'acquisition de 3 écoles. Enfin, c'est un groupe espagnol, en fait. Ah, bon, oui. Autant pour moi. Voilà. Nace School. Dans l'acquisition de 3 écoles en France dont... Non, 3 écoles, mais il n'y en avait qu'une en France. D'accord. C'est-à-dire, en fait, Nace School, c'est un groupe espagnol à l'origine qui a 18 écoles en Espagne, puisque l'Espagne est assez libérale en matière d'enseignement primaire et secondaire, et qui avait racheté en France le groupe de l'école bilingue de la Rive Droite à Paris, qui s'appelle maintenant l'EIB, l'École internationale bilingue, et qui a été lui-même vendu à un fonds d'investissement américain. Et donc, on a travaillé pour eux, et il y a à peu près 2 ans, on a racheté en France le Cours Atmer, qui est une vieille institution qui a été créée, je crois, à la fin du 19e siècle, où sont passés... C'est un pan de patrimoine français, si je ne m'abuse. Quasiment. Je crois que Jacques Chirac y est passé, Absolument. Brigitte Bardot, Jean-Paul Sartre, et même, me dit-on, Bernard Debré, fils d'un certain Michel Debré, dont il a beaucoup été question ces derniers temps, dans cette salle. Absolument. Donc, c'est une école... Alors, en 2 mots, c'est une école... française, très française, qui utilise les anciennes méthodes et donc qui a des très bons résultats, qui est tous les ans première dans les concours de maths inter-écoles. Voilà. Et puis les 2 autres écoles qu'on a rachetées étaient l'une en Angleterre et l'autre en Andorre, qui est un peu la France d'un certain côté. Alors, qui sont vos clients? Qui sont ces groupes internationaux intéressés par l'achat d'écoles en France? Les groupes internationaux, ce sont essentiellement des groupes qui appartiennent à des fonds d'investissement. Si vous voulez, alors, il faut bien voir que les grands groupes d'enseignement primaire et secondaire, il y a des énormes groupes certains sont en Asie, d'autres dans le Golfe, et c'est des groupes qui sont valorisés à des prix absolument hallucinants. Et donc, bon, ils ne sont pas intéressés encore à la France. Donc là, les gens pour qui on travaille, ce sont essentiellement des fonds d'investissement français ou anglo-saxons. D'accord. Et donc, ce sont des fonds d'investissement qui, quand ils n'investissent pas dans l'enseignement, investissent dans quel domaine ? Dans tous les domaines, dans tous les domaines. Bon, il se trouve que celui pour qui on a travaillé pour acheter le Cours Atmer, en fait, est un fonds spécialisé dans l'éducation. En fait, ils travaillent dans les télécoms et dans l'éducation, dans le monde entier. Donc, voilà, mais les autres, ils investissent une fois dans l'éducation, une fois dans le commerce, une fois dans... Donc, c'est un secteur d'investissement comme un autre, l'éducation, à leurs yeux. Alors, comme un autre, ça a ses particularités, mais c'est un secteur qui a beaucoup d'avantages, surtout si vous voulez, qui intéresse d'autant plus les gens aujourd'hui que tout le monde prévoit quand même des temps relativement troublés économiques. Et l'éducation est considérée comme un secteur extrêmement résilient, comme l'était la santé il y a 15 ans, c'est-à-dire de dire que pour les gens, l'essentiel pour eux, c'est la santé et l'avenir de leurs enfants. Donc, ce n'est pas tout à fait un secteur comme un autre, mais c'est un secteur qui, a priori, est plus solide que beaucoup d'autres. Quels sont les établissements du primaire ou du secondaire? Quel est le type d'établissement qui peut intéresser ces groupes, ces investisseurs? Alors, en France, il y en a déjà quelques chiffres quand même, parce que là, on a l'impression que c'est énorme, mais en fait, en France, c'est tout petit. C'est-à-dire que le privé hors contrat en France, je crois que c'est 65 000 élèves sur 12 millions, donc c'est tout petit. Alors, c'est un peu plus compliqué que cela, puisqu'il y a en fait quelques établissements sous contrat qui sont des établissements privés à la recherche du profit. Si vous voulez, justement, l'école bilingue, l'EIB, l'école bilingue Rive Droite, est un établissement sous contrat, mais qui appartient à une société qui fait du profit. Et puis, il y a des établissements hors contrat qui ne sont pas vraiment des établissements qui cherchent à faire du profit. C'est tous les établissements qui sont des établissements religieux, intégristes des différentes religions. Donc, c'est un peu plus compliqué que... Pardonnez-moi, quand on crée
crée une école Montessori hors Oui. contrat, quand on crée une école internationale, etc. Bon, on n'a pas forcément en premier lieu en tête l'idée de gagner de l'argent. Je suis un peu naïf, hein, je dois être un peu naïf, mais Oui. je me dis que l'idée première, c'est quand même répondre à un besoin pédagogique, peut-être répondre aux besoins des enfants de manière un peu différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Il y a des structures associatives, en effet, qui poursuivent ce que vous dites, mais il y a quand même des... Alors, si vous voulez, les gens qui créent ce type d'école, ils ont quand même aussi un souci de pédagogie, d'éducation. Donc, il y a des projets aujourd'hui, c'est beaucoup de projets, parce qu'en fait, comme on l'a vu, c'est tout petit. Mais dans les projets, très souvent, les gens prévoient une partie un peu plus sociale, c'est-à-dire qu'en fait... l'école Montessori qui s'adresse quand même à une clientèle relativement aisée, relativement bobo, en fait, il y a par exemple une école qui a été créée dans le 19e où on accueille les gens un peu selon leurs moyens. Mais enfin, bon, il y a quand même l'idée de faire du profit. Hein, quand même. D'accord. Alors, vous expliquez que ça se développe par exemple dans le 19e. Géographiquement, c'est quand même marqué. On est à Paris, on est où on est à Paris, avant tout on est à Paris. On est à Paris parce que, aussi pour une autre raison, c'est-à-dire que c'est à la fois parce qu'on recherche une pédagogie différente, mais aussi parce qu'il n'y a plus de place dans vos établissements. Il faut bien voir aussi que les gens préfèrent en général aller dans vos établissements, mais que quand il n'y a plus de place, ils sont bien forcés d'aller ailleurs. Donc c'est parisien. Ça peut être aussi les écoles internationales, comme vous le dites, et là, il va y avoir un gros afflux avec le Brexit. Et ces écoles, elles sont essentiellement en région parisienne, pas à Paris même, puisque en fait, les étrangers sont plutôt dans la couronne ouest. Et ça peut être, il y en a beaucoup dans le sud-est de la France, puisque dans le sud-est de la France, il y a aussi pas mal d'étrangers. À Sophia Antiopolis, il y a Monte-Carlo où il y a beaucoup de Russes, donc il y a pas mal d'écoles dans ces régions-là. Il y a aussi des écoles qui sont des écoles créées par les entreprises, par exemple Airbus a une école à Toulouse parce qu'ils ont besoin. Vous savez, quand vous voulez attirer des ingénieurs anglo-saxons, la première question qu'ils posent, c'est qu'est-ce que je vais faire de mes enfants ? Je veux qu'ils continuent, comme je suis là pour 3 ans, je veux qu'ils continuent dans un système international. Donc, mais tout ça est encore, c'est pas un mouvement gigantesque. Hein, tout ça est quand même, les chiffres montrent que on est encore au début, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'initiatives, il y a beaucoup de gens qui veulent créer des écoles aujourd'hui. Alors, il y a une question qui va peut-être intéresser notre public. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec des écoles ? Déjà, en fait, ils ne sont pas au même prix que vous, je pense. Si vous voulez, ça pourrait ouvrir des perspectives. Donc, voilà, donc ils sont... si vous voulez, les écoles privées dont on parle, elles sont plutôt à 8-10 000 euros par an. Donc, leur principal problème, c'est l'immobilier. Donc, c'est de trouver des locaux qui soient à la fois aux normes, et qui, en fait, le problème, c'est qu'ils sont vides la moitié du temps. Donc, ils essayent, par exemple, tous les projets en cours à Paris, ils essayent de trouver des relais pour, après 4 heures, pour faire des écoles de parents, pour faire d'autres choses, parce que le problème, c'est vraiment de rentabiliser les locaux. Mais ils gagnent de l'argent. Donc on trouve des gens pour payer 8-10 000 euros par an pour la scolarité en primaire ou en secondaire. C'est un phénomène très nouveau. C'est un phénomène qui n'existait pas il y a 5-6 ans. C'est en train de s'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, il y avait uniquement les boîtes à bac, en fait, où on mettait les enfants dans les boîtes à bac quand on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, les gens, c'est assez triste, hein, c'est un peu la faillite de l'éducation nationale et le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de place chez vous, c'est que les gens sont prêts à payer et on devient un peu comme l'Angleterre. C'est un phénomène limité, mais c'est un phénomène qui commence à surgir. La façon dont vous l'interprétez, donc, vous parlez de faillite de l'éducation nationale, c'est peut-être un mot un mot un peu fort, et puis vous expliquez qu'il n'y a pas forcément suffisamment de place dans le privé sous contrat. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois des projets qui répondent différemment aux envies des parents, aux besoins, qu'elles soient d'ailleurs bonnes ou moins bonnes, mais... Il y a les deux. Il y a absolument les deux phénomènes. Mais honnêtement, je vais citer des établissements prestigieux. Si les gens peuvent mettre leurs enfants à Franklin, ils ne vont pas chercher à les mettre... Mais vous êtes sûr que
pédagogiquement parlant, éducativement parlant, ces établissements sont meilleurs que des établissements privés sous contrat. Bon, alors, j'ai bien compris qu'on y venait parfois par défaut parce qu'on ne pouvait pas inscrire son enfant dans un bon établissement privé sous contrat, mais que des établissements publics, que la masse des établissements publics, parce que les enseignants qui interviennent dans ces écoles-là hors contrat, souvent ne sont pas des enseignants qualifiés, formés. Enfin, on a des situations qui sont assez diverses, me semble-t-il. Oui, non, vous avez raison. Non, mais je pense, en effet, j'ai été un peu trop à l'emporte-pièce en parlant. Je pense que dans le primaire, il y a encore des très bonnes écoles publiques. Il faut bien voir que ce phénomène concerne essentiellement le primaire, alors que le problème, il est probablement aussi dans le secondaire. Donc, dans le secondaire, il y a très peu d'initiatives. Il n'y a aucune initiative au niveau du collège. Et au niveau du lycée, il y avait quelques initiatives, mais qui sont en train de mourir dans l'œuf avec la réforme du bac, qui fait que les établissements hors contrat ne pourront pas passer par le contrôle continu. Donc ça pose vraiment un problème. Mais toutes les initiatives qu'on voit, c'est des initiatives qui commencent en maternelle. D'ailleurs, en fait, les grands groupes de crèches sont en train de s'intéresser au secteur des maternelles et des écoles. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? J'en sais rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens créent des maternelles, créent des écoles primaires. Je ne sais pas où iront les enfants au collège. C'est extrêmement surprenant parce qu'on a plutôt dans l'esprit que les parents laissent leurs enfants dans l'école maternelle et élémentaire du quartier, puis au moment du passage au collège où on a l'impression qu'il faut protéger son enfant davantage et on redoute un petit peu l'ouverture sur le monde qui va de pair avec le collège. C'est à ce moment-là qu'on franchit le pas. Ils vont chez voilà. vous. Ils vont chez vous. Alors, merci beaucoup pour cette première série de réponses. Björn Breckan, ce sont des propos qui vous surprennent? Ah oui, je les connais, chez nous aussi, mais alors le rôle de l'école privée, beaucoup moins chez nous. Au niveau tertiaire, on le trouve, mais primaire, secondaire, environ 5% des élèves sont dans les écoles privées, mais ça augmente très vite. Alors, on va voir ça avec vous. Je crois que vous avez préparé pour nous un document de présentation. Je vais vous laisser la parole et la main sur le document et je vous poserai quelques questions après pour compléter. Oui, alors on m'a demandé de parler un peu de ce qui se passe dans l'école norvégienne. Alors j'ai fait un petit diaporama pour vous le montrer. Alors, je viens d'un pays socio-démocrate, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que l'école, c'est une école pour tous. Notre école consiste de 2 écoles qu'on a amalguées il y a bientôt 15 ans. Sur votre gauche, on voit au fond l'ancien lycée général. À droite, le lycée professionnel. On les mis ensemble parce qu'il y a une différence entre comment on voit la voie professionnelle et la voie générale. Alors, on a favorisé le mettre ensemble. Tous les nouveaux lycées qu'on construit en Norvège, ce sont des lycées mixtes. Alors, quand on a décidé d'élargir l'école, on a transporté la section mécanique là où se trouve le lycée général. Alors, ça fait part de notre manière de penser. Et à droite, l'ancien lycée professionnel, là, on a gardé notre formation la plus prestigieuse. Je vais vous le présenter dans quelques minutes. Alors, on est 1000 élèves, on a 3 classes sur chaque niveau, lycée général, mais avec beaucoup plus de souplesse dans le choix des matières qu'en France. Vous savez vos séries. Chez nous, on peut choisir n'importe quoi. Mais alors, il faut avoir une certaine matière pour entrer, par exemple, dans une école d'ingénieurs. Ceci, c'est très important. Quand on parle de
l'éducation, la formation professionnelle. On a un système très, très homogène comparé avec la France. Dans la voie professionnelle, les élèves passent 2 ans au lycée, une première année de base, après une petite spécialisation. Et après, on dit au revoir à l'école et les élèves cherchent un poste comme apprenti dans une entreprise. Et par exemple, chez nous, on nous mesure notre réussite. Combien d'élèves ont réussi à avoir une poste comme apprenti? Et là, dans la section qui est marquée vert, les élèves sont en entreprise, ils sont payés, et après ces 4 ans, ils passent un examen pratique, et là, on a une formation de très très haut niveau. Ce n'est pas ingénieur, mais c'est très haut quand même, et on gagne assez bien sa vie. Mais alors, on est payé là. Chez nous, on a une autre type de formation où on a fait la combinaison, on l'a fait chez nous. C'est un système qu'on appelle en norvégien TAF, je vais l'expliquer. Alors, on fait à la fois lycée général avec mathématiques et physique au plus haut niveau de lycée général. Mais en même temps, on travaille dans une entreprise 2 jours par semaine. On est payé les 2 premières années quand on est en entreprise et les 2 dernières années quand on a le statut d'apprenti, on est même payé quand on est à l'école. Et là, on a des élèves qui gagnent dans les environs de 20 € par heure quand ils sont à la gymnastique, par exemple. C'est impressionnant. Alors, les élèves, ils auront une double qualification, mais il faut avoir des très bonnes notes du collège pour entrer entre 15 et 20. C'est beaucoup, mais on a beaucoup qui cherchent à avoir ce place à l'école. Mais après, il y a aussi une interview dans l'entreprise. Et finalement, c'est l'entreprise qui doit accepter l'élève. Et parmi ces élèves, ils continuent vers les grandes écoles d'ingénieurs, par exemple. On a des élèves, maintenant, actuellement, on a 4 élèves à INSA Toulouse. Et cette année, je crois qu'on va envoyer 3 ou 4. Et on a des élèves à MIT, Boston, Cambridge, etc. Et il faut aussi se souvenir que ce système, c'est le système du futur défini par l'Union européenne. Alors, on ne fait pas partie de l'Union, mais on fait ce que l'Union dit. Je crois que vous faites partie quand même de l'espace éducatif européen, non ? Ou l'espace économique européen qui fait que vous êtes associé, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Ouais. Par exemple, les étudiants norvégiens qui viendront étudier en France continueront de payer les mêmes frais d'inscription que les Français, contrairement à ceux qui viennent d'autres continents. Oui. Voilà. Ouais. C'est peut-être pour ça, il n'y a pas que des désavantages à appliquer les règles européennes. C'est ça que je voulais dire. Non, on a des avantages là, mais alors l'Union dit que le futur de la formation professionnelle, c'est d'avoir une formation où on a, comme dans le système TAF, l'alternance entre l'école et l'entreprise, mais en même temps, il faut avoir la possibilité d'avoir un certificat qui donne l'ouverture vers des grandes écoles, par exemple. Est-ce qu'on pourrait... alors, tout ça est très intéressant, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous présenter, j'imagine que vous avez peut-être quelques diapositives là-dessus, la façon dont s'articule l'enseignement entre public, qui est ultra majoritaire, et privé? Vous avez... et comment ça se passe en fait? Vous disiez tout à l'heure, on est à 5% de privé, mais je crois que vous avez un gouvernement qui est libéral et qui est plutôt porté vers le développement de ce type d'école. Oui, 5% c'est peu. Alors en France, il me semble que c'est 10%. On est au-delà, on est plutôt autour de 20. Oui. Mais en Suède, par exemple, c'est 15%. Ouais.
Mais chez nous, ça augmente et je crois que c'est surtout parce qu'on a un gouvernement conservateur. Ce gouvernement alors dit que c'est important d'avoir la possibilité de choisir. Ouais. Et, il y a 10 ans, le Parti social-démocrate a dit non, on ne veut pas avoir des écoles privées. Maintenant, on accepte. Et on ne peut pas retourner vers seulement les écoles publiques. Mais c'est quoi ces écoles? Ce sont des écoles qui sont plutôt créées autour d'une pédagogie, créées autour d'une confession? Ça dépend. C'est surtout à cause de, par exemple, on pense qu'on n'est pas trop concentré sur la religion, le protestantisme, dans la formation, dans les écoles publiques. Parce que là, avant, on a enseigné une matière qui s'appelle chrétienté. Maintenant, ça s'appelle religion, éthique, pour enlever ça. D'accord, mais il y a quand même une dimension religieuse dans l'enseignement public, et donc il n'y a peut-être pas le même besoin de créer des écoles privées qui mettraient l'accent sur la religion, même si je crois qu'il en existe, m'avez-vous expliqué. Des écoles. Des écoles privées qui sont chrétiennes, qui sont protestantes, ou même, m'avez-vous dit, il existe maintenant une école catholique, je crois, à Bergen. Oui. Alors, il y a des écoles chrétiennes, et à Bergen, il y a une grande école primaire et aussi maintenant secondaire catholique, et ça existe dans les plus grandes villes, mais pas à la campagne. D'accord. Et à la campagne, il existe aussi, je crois, des écoles privées, mais pour d'autres raisons, parce que tout simplement, l'école publique a fermé et qu'il faut bien instruire les enfants, c'est ça? Oui, à la campagne, en Norvège, on a dû fermer, ou les communes ont fermé des petites écoles avec très peu d'élèves. Les parents n'ont pas accepté ça, et les parents ont établi des écoles privées, par exemple, ou surtout des écoles Montessori. Il y en a en Norvège, je crois, plus de 80, presque 90. C'est assez bon marché d'y aller. On paye dans les environs de 80 € par mois. D'accord. Le reste, c'est subventionné par l'État. D'accord, parce que voilà, précisément, ce sont des écoles privées, mais pas totalement privées. Ça ne correspond pas à ce dont on vient de parler, des écoles hors contrat qui, pour l'essentiel, financent à la fois les enseignants et les frais de fonctionnement grâce à la contribution des familles. Dans ce cas-là, quel est l'apport des pouvoirs publics? Quel est le montant, quel est le pourcentage des financements qui viennent des pouvoirs publics? Les pouvoirs publics versent environ, ça doit être 85% des frais. D'accord, ouais. Donc c'est quand même considérable. Ouais. Et qui est-ce qui crée ces écoles? Vous avez dit ça peut être le cas de parents. Est-ce que ça peut être aussi le cas d'enseignants, d'anciens directeurs? Si vous voulez partir un jour créer une école en Norvège, c'est peut-être possible. Qui est-ce qui crée ces écoles? Alors, ce sont des profs qui sont engagés par des parents qui établissent l'école. D'accord. Alors, il faut quand même avoir une formation de base de professeur pour y être. Oui. D'accord. Et alors, une petite question qui fait écho à ce que disait Martine Depas. Est-ce que certains groupes d'investissement, qu'ils soient norvégiens, qu'ils soient étrangers, s'intéressent à ces écoles? Est-ce qu'il y a déjà eu des rachats d'écoles privées norvégiennes par des groupes d'investissement? Oui, il y a 10 ans un groupe suédois qui a acheté des écoles secondaires, mais ils ont fait faillite et il y avait un grand problème là pour les élèves. C'est une des causes qu'on a été beaucoup plus strict sur ça après.
D'accord, donc il y a eu un cas, mais qui n'a pas été exactement concluant, et donc il y a une grande méfiance qui s'exprime. Martine Depas, on le perçoit dans les propos de Björn Breckan, le développement d'écoles privées à but lucratif n'est pas vraiment dans la culture norvégienne. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas non plus dans la culture française ? Ça ne l'était pas. Non, mais vous avez raison, ça ne l'était pas. Si vous voulez, moi, il y a 6-7 ans, justement, le directeur d'une école sous contrat me disait jamais il n'y a pas de marché pour le privé-privé. Bon, aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Donc la culture change. Bon, comme on l'a vu, c'est un phénomène relativement limité, mais qui prend de l'ampleur. En fait, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent créer des écoles. Il y a un point que je n'ai pas dit tout à l'heure qui est quand même important, c'est que pour les investisseurs, il y a une chose qui est fascinante dans l'enseignement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de métiers ou de secteurs où on a une telle visibilité. Quand ça dure 13 ans à peu près les études en France, bon, ils ne gardent pas les enfants 13 ans, mais ils les gardent de 6 ans et demi, 7 ans. Et il n'y a pas beaucoup de secteurs où vous avez une telle visibilité, donc c'est aussi un facteur. Voilà. Même s'il y a un peu de zapping scolaire. Voilà. Et est-ce que Claude Lelièvre hier qualifiait de transhumance du privé vers le public et du public vers le privé. Alors, c'est pas totalement, en tous les cas, ça ne l'était pas dans la culture française. Comment ça se passe à l'étranger ? C'est communément admis dans beaucoup de pays ? Oui, alors il y a vraiment des spécificités, c'est-à-dire que par exemple, l'Angleterre, c'est exactement le contraire de la France, c'est-à-dire qu'en Angleterre, il y a beaucoup de privés au primaire et secondaire, il n'y en a pas beaucoup dans le supérieur, alors que nous, c'est exactement le contraire. Donc il y a des spécificités selon les pays. En Espagne, il y a beaucoup, à la fois dans le primaire et le secondaire et dans le supérieur, il y a beaucoup de privés. Il y a vraiment des spécificités. Mais bon, on retrouve les écoles Montessori, on retrouve les écoles internationales. Les écoles internationales, ça a été peut-être un peu le fer de lance de tout ça. C'est-à-dire que les gens voulaient que leurs enfants apprennent les langues. Il faut quand même bien voir aujourd'hui qu'il y a même des projets de créer des écoles pour Français qui préparent à l'IB au bac international et plus au bac français. Il faut bien voir aussi que dans le supérieur, les gens maintenant, c'est le monde. Hein, il y a autant de gens, il y a beaucoup de gens qui veulent aller à McGill plutôt que d'aller à Sciences Po. Ça coûte moins cher quand vos parents gagnent de l'argent d'aller à McGill qu'à Sciences Po. Donc en fait, c'est aussi ça. Donc ça commence dans le supérieur, ça redescend vers le bac et c'est en train de redescendre vers le primaire. Et alors, il y a des inspirations conjointes parce que le public, justement, avec la loi Blanquer pour la confiance de l'école, veut développer aujourd'hui des écoles internationales et des écoles européennes sur le modèle de l'école européenne de Strasbourg. Faites-nous un peu rêver, enfin je ne sais pas, je pense que ça pourrait faire rêver. Vous me parliez d'écoles privées en Espagne avec une sorte de campus, des piscines, etc. Voilà. Le NACE, donc, qui est notre client, en Espagne, il a des choses absolument magnifiques. Bon, par exemple, il a à Majorque, à côté de l'académie de Nadal. Ça n'a rien à voir avec les écoles qu'on voit chez nous. Le cours Atmer, c'est des murs à côté de la gare Saint-Lazare. C'est pas un campus, hein, c'est vraiment à l'ancienne. Alors que là, ils ont des piscines. Si vous voulez, ils organisent dans le groupe NACE. Ils ont donc des écoles en France, en Angleterre, en Espagne, et ils organisent des compétitions de sport entre les élèves. C'est un autre monde. Enfin, on est dans un monde à l'américaine. Ça ressemble plus à un campus d'une grande université américaine qu'à une école française comme on les connaît. Mais le problème, c'est que nous, les écoles, elles sont urbaines. Bon, je veux dire, à Paris, on peut difficilement faire un campus avec des cours de tennis et une piscine. Quelles sont les valeurs de ces écoles, à part l'argent ? Quelles sont les valeurs qui sont au cœur du projet ? Alors, ça dépend des écoles. Bon, par exemple, une école comme Atmer, ce qu'ils vendent comme valeur, c'est une éducation comme autrefois, c'est-à-dire de dire, bon, on va appliquer les méthodes que les parents ont connues et qui marchent. Donc ça, c'est valeur. Bon, il y a du Montessori, qui vendent la méthode Montessori. Il y a même des initiatives. Là, il y a une petite école qui vient d'ouvrir à Nice, qui est basée complètement sur les neurosciences. Donc chaque école a ses spécificités. Ils vendent pas l'école privée en général. Ils vendent l'école Montessori. Ils vendent le fait que ça soit bilingue. Ils vendent.
Bon, c'est pas, y a pas, ils disent pas le privé c'est formidable parce que c'est privé. Björn Brekkan, est-ce qu'il y a une différence de valeur entre les écoles publiques et les écoles privées en Norvège? Est-ce qu'on met des choses différentes en avant? Oui, je crois. Hier, il y avait quelqu'un qui a mentionné les encadrements. Alors, on a un fils qu'on a choisi d'enlever de l'école publique parce qu'on a vu que des jeunes avec ces défis, alors ça ne fonctionne pas. On n'a pas un encadrement qui marche très bien avec ces jeunes. Alors, on est très très content d'avoir mis dans une école privée. Et je crois, j'ai un collègue qui a un fils qui a été maltraité dans une école publique. Alors, l'école n'a rien fait pour lui. Alors, il l'a transporté dans une autre école, plus loin, avec beaucoup de contraintes de transport. Mais c'était plus important pour lui qu'il se sente bien à l'école. Donc ça crée une alternative quand on a dans un établissement donné un souci, un problème particulier. On a une ouverture, une possibilité de chercher des solutions dans un autre établissement. Oui. Merci à vous deux. On va prendre quelques questions de la salle. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de réactions. Louise Brault, bonjour. Oui. Bonjour à tous. Quel regard un Norvégien porte sur le système scolaire français? Oui, c'est difficile à comprendre. Alors, comme je dis, notre système est beaucoup plus homogène comparé avec le vôtre. Vous êtes évidemment aussi dans le procès de Bologne qui change un peu. Mais par exemple, ici, quand on a commencé, alors j'ai regardé l'heure. Alors, vous êtes un peu en retard. C'est pas un reproche, hein, c'est juste une remarque comme ça. Une observation. À notre école, il n'y a pas de sonnerie. Mais les élèves sont présents quand les cours commencent. Sinon, on les fait les remarques. C'est pas fait pour vous. Mais... Il y a même des notes, hein, faites attention. Ah, oui. Oui, il y a une note qui concerne la ponctualité et le comportement, je crois. Oui, dans l'école norvégienne, on fait les notes sur l'ordre et le comportement. Et par exemple, une entreprise qui va engager un jeune, il commence à lire quelles sont les absences et quelles sont les notes d'ordre et comportement. Et après, on regarde les notes des matières. Sur le système français, l'équilibre entre le public et le privé, ça vous paraît quelque chose d'intéressant que vous aimeriez voir, y compris peut-être dans votre pays, avec un contexte forcément différent? Le débat est intéressant pour moi. J'ai visité beaucoup d'écoles en France, mais je ne vois pas la grande différence de l'extérieur ce que c'est une école privée et publique. C'est presque le même pour moi. Alors, pour vous qui a les contraintes économiques, ça doit être différent, je crois. Oui, on ne voit pas forcément ce que vous me dites là, c'est que quand vous allez dans des écoles privées en France, des écoles privées sous contrat, vous n'avez pas le sentiment d'être dans une école privée. Et c'est d'ailleurs, certains dans cette salle vous diraient que le mot n'est pas forcément choisi, puisque le but de ces établissements n'est pas de dégager de l'argent, mais bien un projet associatif, éducatif. Une autre question de la part de notre public. Ces écoles respectent-elles les programmes de l'éducation nationale? Le hors-contrat à 8 000 € ne creuse-t-il pas la fracture sociale? Alors, elles doivent respecter les programmes. Je n'y connais pas vraiment de l'intérieur, si vous voulez. Moi, je ne suis pas... sauf erreur de ma part, elles ne doivent pas respecter les programmes, mais il y a le socle commun qui doit être acquis, les connaissances et compétences qui doivent être acquises à la fin de la scolarité obligatoire. Et je crois qu'on a maintenant aussi des paliers intermédiaires où on va devoir vérifier ça.
vous me dites si je me trompe, mais elles ne sont pas tenues de respecter la progression des programmes. Atmer, par exemple, ils ont leur propre bouquin, en fait. Ils ont leur propre livre. Bon, alors il y a quand même la sanction, c'est qu'à la fin ils doivent quand même passer le bac, donc il faut quand même qu'ils aient fait le programme. Alors ce que vous dites sur la fracture sociale. Oui, mais si vous voulez, ce qui est quand même très intéressant, c'est que dans la culture, je reviens sur la question culturelle de tout à l'heure, et moi la première, en fait, moi, je suis une enfant de l'école publique, et en fait, les gens, et des gens qui ont des idées sociales et même des idées politiques tout à fait progressistes, en fait, quand il s'agit de leurs enfants, réagissent différemment, en fait. Et c'est absolument étonnant. Moi, je suis entourée par des gens qui me disent, si on m'avait dit un jour que je ferais ça, je n'aurais jamais cru. Mais si vous voulez, les gens sont maintenant, enfin vous le savez mieux que moi, sont obsédés par l'avenir de leurs enfants. Et s'ils se disent qu'il faut payer pour assurer leur avenir, ils le font. Est-ce qu'il est envisageable, on en parlait hier avec Annie Genevard, est-ce qu'il est envisageable que ces écoles hors contrat bénéficient un jour ou l'autre de financement public ? Je ne suis pas la bonne personne pour en est-ce parler. Est-ce que ces écoles-là, avec lesquelles vous êtes en contact, se placent aussi dans cette optique-là ? C'est quand même... puisqu'on parle argent, c'est aussi, je pense que c'est une question qu'elles se posent. Est-ce qu'un jour elles bénéficieront aussi, comme le réclament certains, et comme Annie Genevard hier était disposée à l'envisager? Est-ce qu'elles pensent qu'un jour elles auront de l'argent du public? On a évoqué aussi avec Claude Lelièvre la question du chèque éducation. Vous avez un chèque qui est remis aux familles, qui le dépensent comme elles le souhaitent dans l'établissement de leur choix, qu'il soit privé, sous contrat, hors contrat ou bien public. Est-ce que... Elles ne se placent pas dans cette optique, mais si vous voulez, il est clair qu'elles se sont placées, elles se sont dit qu'elles n'auraient pas de contrat. En fait, moi, je me souviens très bien, je connais bien justement une des écoles bilingues de Paris. À un moment, elles ont espéré, qui sont sous contrat, ils ont espéré pouvoir essaimer dans les banlieues parisiennes, notamment... mais ils n'ont pas eu de contrat. Alors, ils se sont placés dans cette optique. Je pense qu'elles préféreraient avoir des contrats si elles pouvaient en avoir. Mais elles se sont placées dans l'optique qu'elles n'en avaient pas. Alors, je ne sais pas. Moi, honnêtement, je ne suis pas dans les sphères politiques, mais je ne pense pas que ça soit aujourd'hui... si elles peuvent en avoir, elles seront ravies d'en avoir, mais bien sûr, elles ne se placent pas dans cette optique. Cette contrainte des 5 ans hors contrat avant de pouvoir prétendre à un contrat d'association. Louise Brault, a-t-on encore des réactions, des questions ? Oui. Le double statut sous et hors contrat dans un meuble et même établissement pourrait intéresser des investisseurs. Tout à fait, mais tout à fait, vous avez raison, ça existe. En fait, moi, j'ai travaillé sur une école qui était sous contrat, qui était une école secondaire, et qui avait créé à côté, même dans les locaux d'ailleurs, une école primaire bilingue hors contrat, et qui marchait très bien. Donc, en fait, c'était une école privée, d'ailleurs, même la partie sous contrat était privée, et en effet, le mix... Il y a des écoles, je crois que l'école bilingue Rive Gauche a la partie qui suit le cursus français est sous contrat, mais quand même à 8 000 €. Il y a quand même du contrat. Et la partie, il y a une partie qui est internationale, qui prépare au bac international, et hors contrat. Est-ce que le développement de ces écoles à but lucratif peut constituer une menace pour des établissements sous contrat, des établissements qui, y compris, respectent les programmes et qui... Moi, honnêtement, je ne pense pas, parce que, en tout cas pas dans un avenir très proche. C'est quand même un phénomène assez limité. C'est quand même, les chiffres, les 65 000 élèves, c'est quand même pas beaucoup par rapport aux vôtres. Donc, moi, je crois pas. Je pense que c'est pas un phénomène qui va faire une tache d'huile gigantesque. Ça va se développer. C'est évident que ça va se développer, mais honnêtement, je pense pas.
Sauf si d'un point de vue législatif et du point de vue des financements, on imaginait à un moment donné que on modifie, qu'on fasse évoluer les principes de la loi Debré et pour élargir le financement comme ça avait été envisagé pendant la campagne présidentielle. Annie Genevard estimait qu'il fallait, à ce moment-là, elle travaillait avec François Fillon et elle disait ouvertement qu'il fallait envisager des moyens de rémunérer, de financer le hors-contrat. Bon, honnêtement, Merci beaucoup Martine Depas de nous avoir fait prendre conscience des évolutions en cours aux marges de notre système scolaire. Quant à vous, Björn Breckan, j'ai envie de vous dire doublement tac, ce qui veut dire merci en norvégien. Merci d'être venu participer à ce débat et merci aussi de vous être exprimé en français dans un excellent français. Bravo à vous.